L'été de l'année 1968. Sur la Côte d'Azur, la vie semblait avoir décrété une trêve avec l'agitation du monde. Tandis que Paris pansait encore les plaies de ses barricades de mai, que le printemps de Prague se voyait menacé par les ombres de l'Est, Nice, elle, s'offrait au soleil avec une générosité immuable. La promenade des Anglais était une scène de théâtre à ciel ouvert, un ruban de bitume et de palmiers où se jouait chaque jour la même comédie légère et insouciante. Les vagues de la baie des Anges chuchotaient un secret d'éternité, les chaises bleues tournaient le dos aux rumeurs du siècle pour ne contempler que l'azur, et les rires des enfants se mêlaient aux cris lointains des goélands. C'est dans ce décor de cartes postales, presque trop parfait pour être vrai, que s'était installé, depuis près de 20 ans, un homme qui semblait faire partie intégrante du paysage, Jules Lefebvre. Pour les Niçois et les habitués de la promenade, il était plus qu'un simple photographe de rue. Il était une institution. Un vieil homme élégant, aux cheveux d'un blanc impeccable, toujours coiffé en arrière, au visage creusé de rides fines qui semblaient moins l'œuvre du temps que celle d'une mélancolie profonde et ancienne. Il se tenait là, jour après jour, non loin de l'hôtel Negresco, avec son appareil photo à soufflet, un magnifique Voigtländer Bergheil d'avant-guerre, monté sur un trépied de bois usé par le sel et les années. Il ne harcelait jamais le client. Sa technique était plus subtile, plus raffinée. Il attendait. Son regard d'un bleu délavé balayait la foule, non pas à la recherche d'une bourse à délester, mais d'un instant à capturer. Il cherchait une lumière particulière dans les yeux d'un couple d'amoureux, la joie éphémère d'une famille en vacances, la dignité solitaire d'une vieille dame assise face à la mer. Quand il avait trouvé sa composition, il s'approchait d'un pas lent, presque respectueux. Sa voix était douce, légèrement voilée. « Madame, monsieur, pardonnez mon audace, mais la lumière sur vos visages est tout simplement exquise. Permettez-moi de vous offrir un souvenir de cet instant. Un simple portrait pour une somme modique. » Et les gens acceptaient, presque toujours. Car il y avait en Jules Lefebvre une autorité naturelle, celle de l'artiste véritable. Il ne se contentait pas d'appuyer sur un déclencheur. Il sculptait, il déplaçait ses sujets d'un pas, leur demandait de tourner la tête de quelques millimètres, d'incliner le menton. « Ne souriez pas si vous n'en avez pas envie, » disait-il souvent, « l'important est la vérité de l'instant. » Puis il se glissait sous le voile noir de son appareil et durant quelques secondes, le monde extérieur cessait d'exister. Seul comptait le balai de la lumière et de l'ombre sur le verre dépoli. Le déclic était doux, feutré. 21 minutes plus tard, dans le petit laboratoire mobile qu'il avait aménagé dans une valise, il leur remettait une épreuve en noir et blanc d'une qualité et d'une profondeur stupéfiantes. Ces portraits n'étaient pas de simples photos de vacances, ils étaient des fragments d'âme, des études de caractère où la joie, l'amour ou la quiétude semblaient acquérir une dimension intemporelle. En dehors de ces portraits de touristes qui assuraient sa modeste subsistance, Jules Lefebvre nourrissait une passion plus secrète, plus personnelle. Il arpentait les ruelles du Vieux-Nice, la Villa Viella, aux heures où la ville semblait encore endormie ou déjà assoupie. Il y capturait des images d'une beauté saisissante, la texture d'un mur ocre fissuré par le temps, un escalier plongeant dans une pénombre mystérieuse, le linge séchant entre deux fenêtres comme une guirlande improbable, une main de vieillard posée sur le bois d'un étal au marché du cours Saleya. Ces photographies étaient des poèmes silencieux, des méditations en noir et blanc sur la fuite du temps et la persistance de la beauté dans les choses les plus humbles. Une petite galerie de la rue droite exposait ses œuvres en permanence. La critique locale était élogieuse, parlant d'un œil d'une rare sensibilité, d'un maître de la lumière qui s'est trouvé le sublime dans le quotidien. Le galeriste, un certain Monsieur Dubois, aimait raconter l'histoire de son protégé aux clients curieux. « Jules est un homme brisé par la grande histoire », expliquait-il à voix basse, comme pour confier un secret douloureux. Il était de Paris, la guerre, vous savez, il a tout perdu, sa famille, son atelier, tout a été emporté par un bombardement. Il est arrivé ici après la libération, avec pour seul bien son appareil photo et les vêtements qu'il portait.
Il ne parle jamais de cette époque, c'est sa grande blessure. Il dit que la photographie est la seule chose qui lui reste, sa seule façon de trouver encore un peu de beauté dans ce monde qui lui a tout pris. C'est pour cela que ces images sont si poignantes. Elles sont nées de la souffrance. Cette légende soigneusement entretenue conférait à Jules Lefebvre une aura de respectabilité et de tragédie romantique. Il était le survivant, l'artiste que la barbarie n'avait pas réussi à faire taire, celui qui opposait la grâce de ses clichés à la laideur de ses souvenirs. Parfois, assis à la terrasse d'un café, sirotant un pastis, il laissait échapper quelques confidences mélancoliques à une oreille attentive. La guerre. Ah, la guerre. Elle vous vole votre jeunesse, vos rêves. Elle vous laisse vide. Je ne trouve de réconfort que dans la lumière de la Méditerranée. Elle lave tout, vous comprenez? Elle pardonne. Personne à Nice, en cette année 1968, n'aurait pu imaginer que le passé que Jules Lefebvre prétendait fuir était infiniment plus sombre que la tragédie d'un bombardement. Personne n'aurait pu deviner que l'œil qui capturait avec tant de tendresse la joie des familles sur la promenade des Anglais avait été, un quart de siècle plus tôt, le témoin froid et l'instrument d'une abjection sans nom. Personne ne se doutait que le maître de la lumière avait été, en réalité, l'ordonnateur méticuleux des ténèbres. Pour découvrir la vérité, il fallait remonter le temps, quitter le soleil éclatant de la baie des Anges pour replonger dans la nuit et le brouillard d'un Paris occupé, au cœur de l'hiver 1943. Paris, janvier 1943. La ville n'est plus la capitale de la lumière, mais une cité grelottante, affamée, humiliée. L'ombre de la croix gammée s'étend sur les monuments. Les uniformes vert de gris des soldats de la Wehrmacht sont une vision quotidienne, et le bruit des bottes sur les pavés rythme la peur. La nuit, le couvre-feu plonge les rues dans un silence de mort, à peine troublé par la sirène d'une alerte ou le moteur d'une voiture de la Gestapo. C'est une ville de queues devant les magasins d'alimentation, de regards fuyants, de murs qui ont des oreilles et de lettres anonymes qui tuent. Dans un atelier situé non loin du jardin du Luxembourg, un jeune photographe d'une trentaine d'années, ambitieux et exceptionnellement doué, se fait un nom. Il ne s'appelle pas encore Jules Lefebvre. Son vrai nom, celui de sa naissance, a été effacé des registres et de la mémoire des hommes. À cette époque, il est simplement Lefebvre, un artiste dont le talent pour le portrait est déjà reconnu dans les cercles artistiques et mondains qui ont choisi de s'accommoder de l'occupation. Il est fasciné par l'école allemande de la nouvelle objectivité, par la précision clinique d'un August Sander, par la dramaturgie lumineuse d'un Elmar Lersky. Son travail est technique, rigoureux, presque scientifique dans sa quête de la forme parfaite. Il n'est pas intéressé par l'âme, mais par la surface. Pas par le sentiment, mais par la manière dont la lumière sculpte un visage, une main, un tissu. Son talent ne passe pas inaperçu. Un jour de février glacial, deux hommes en long manteau de cuir noir se présentent à son atelier. Ils ne sont pas là pour commander un portrait. L'un d'eux, un Sturmbannführer SS, au français impeccable et à la courtoisie glaciale, va droit au but. L'administration du Reich a besoin de ses services. Il ne s'agit pas d'une proposition, mais d'une réquisition. La Gestapo, dans son siège de la rue des Saussayes, puis dans ses annexes tristement célèbres comme celle de l'avenue Foch, a besoin d'un professionnel pour une tâche spécifique et, insiste l'officier, purement administrative. Le travail est simple, photographier les personnes arrêtées, les résistants, les communistes, les juifs, les francs-maçons, les otages, tous ceux que le régime qualifie de ennemis du Reich. Il s'agit de constituer des dossiers, des fiches, pour chaque individu, un numéro et un visage. Une simple formalité bureaucratique avant leur interrogatoire, leur internement à Drancy ou leur départ pour une destination inconnue à l'Est. Le jeune Lefebvre aurait pu refuser. D'autres l'ont fait, au péril de leur vie. Il aurait pu saboter son travail, produire des clichés flous, sans âme, mais il ne fait ni l'un ni l'autre. Une part de lui est terrifiée, mais une autre, plus grande, plus forte, celle de l'artiste ambitieux et amoral, est fascinée. Il y voit un défi technique sans précédent. Il accepte. Il ne se voit pas comme un collaborateur, mais comme un technicien, un professionnel, exécutant un contrat.
La politique, l'idéologie, la souffrance humaine, rien de tout cela ne l'effleure. Seul compte l'image. On lui installe un studio rudimentaire dans une cave d'un des immeubles réquisitionnés par la police allemande. Une pièce froide, sentant l'humidité et le désinfectant. Un simple tabouret, un mur nu en guise de fond et un unique projecteur puissant qu'il peut orienter à sa guise. C'est là que commence son œuvre la plus secrète et la plus monstrueuse. C'est là qu'il devient le photographe de la mort. Il s'acquitte de sa tâche avec un professionnalisme glacial qui stupéfie même ses commanditaires allemands. Il n'est ni brutal ni sadique. Au contraire, il est calme, méthodique, presque distant. Les hommes et les femmes qu'on lui amène sont souvent dans un état terrible. Battus, hagards, terrorisés, au bord de l'effondrement. Il ne leur adresse que des ordres brefs, techniques, prononcés d'une voix neutre. Asseyez-vous, levez la tête, regardez l'objectif, ne bougez plus. Mais son travail va bien au-delà de la simple photographie d'identité judiciaire. Les Allemands veulent des fiches. Lui, il veut des chefs-d'œuvre. Il utilise sa maîtrise de la lumière pour transformer cette procédure administrative en une forme perverse et terrifiante d'art. Il règle son unique projecteur avec une précision diabolique. Il place la lumière en contre-plongée pour accentuer la fatigue et la peur, pour creuser les cernes sous les yeux, pour faire briller la sueur sur un front. Il sculpte les visages avec l'ombre, transformant le désespoir en une composition esthétique. Pour les nazis, ces photos sont une forme d'humiliation finale, la preuve bureaucratique de leur pouvoir absolu sur ces vies anéanties. Pour Lefebvre, elles sont des études sur la condition humaine à son point de rupture. Il est le témoin impassible de la détresse, l'entomologiste de l'agonie. Au fil des mois, il développe une signature, une marotte d'artiste qui le distingue. Un détail obsessionnel, presque inconscient, qui se retrouve sur la quasi-totalité de ses clichés. Il se fascine pour les mains de ses modèles. Pour lui, les mains racontent une histoire plus vraie encore que le visage. Elles ne peuvent pas mentir. Il demande à un résistant aux mains brisées par la torture de les poser sur ses genoux et il s'assure que la lumière souligne la tension des tendons, le gonflement des phalanges. Il photographie les mains d'une mère juive qui serre convulsivement le bras de son enfant, un geste de protection ultime et dérisoire. Il cadre les mains d'un vieil intellectuel, fines, noueuses, tachées d'encre, posées sur ses cuisses, dans un abandon total. Ces mains ne sont plus des appendices du corps, elles deviennent le sujet central du drame, le symbole de vie brisée, de destin confisqué. La lumière qu'il projette sur elles est à la fois accusatrice et clinique, créant une esthétique terrible, une beauté insoutenable née de l'horreur pure. Il travaille ainsi pendant près de 2 ans. Des centaines de visages, des centaines de vies passent devant son objectif. Des jeunes gens de 18 ans au regard encore plein de défis, des familles entières qui se serrent les unes contre les autres pour leur dernière photo ensemble, des vieillards dignes dans leur complet usé. Il les voit tous, il les cadre tous, et il les oublie tous dès que le cliché est pris et la plaque développée. Ils ne sont pour lui que du matériel, des sujets. Une fois le travail terminé, il remet les épreuves à l'officier allemand, range son matériel et rentre chez lui, dans son atelier où il continue parfois à travailler pour sa clientèle privée, passant sans transition de la photographie du désespoir absolu à celle de la futilité mondaine. Il mène une double vie parfaite, hermétique, où l'artiste et le bourreau ne font qu'un, unis par le même œil froid et le même geste technique. Puis vient l'été 1944. Le débarquement en Normandie a eu lieu, les Alliés progressent. Dans Paris, l'atmosphère change. La peur change de camp. La résistance harcèle l'occupant. Les collaborateurs commencent à regarder par-dessus leur épaule. Lefebvre sent le vent tourner. Il n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique, un survivant. Il comprend que sa collaboration, même technique, ne lui sera pas pardonnée. La libération de Paris en août est pour la ville une explosion de joie, de larmes et de fureur. C'est l'heure des comptes. Tandis que les cloches de Notre-Dame sonnent à la volée et que le général de Gaulle descend les Champs-Élysées, l'heure de l'épuration a sonné. On tond les femmes qui ont fraternisé avec l'ennemi, on traque les miliciens, on fusille les traîtres. Lefebvre n'attend pas qu'on vienne frapper à sa porte.
Il a préparé sa fuite avec le même soin méticuleux qu'il mettait à préparer ses éclairages. Depuis des mois, il s'est procuré de faux papiers au nom de Jules Lefebvre, un nom commun, anodin. Les papiers le décrivent comme un réfugié originaire d'une petite ville de Normandie, entièrement détruite par les bombardements alliés. Un homme qui, comme tant d'autres, a tout perdu. Il brûle ses archives personnelles, tous les négatifs de son travail officiel parisien, ne gardant que quelques tirages de ses œuvres d'avant-guerre, celles qui prouvent son talent sans révéler sa nature. Dans un petit sac, il n'emporte que l'essentiel, son précieux appareil Voigtländer, quelques plaques photographiques et sa nouvelle identité. Il se fond dans la cohue des routes de France, parmi les milliers de réfugiés et de personnes déplacées qui cherchent à rentrer chez elles ou à fuir leur passé. Il prend la direction du sud, attiré par la lumière, par la promesse d'un recommencement. Son voyage est un chef-d'œuvre de discrétion. Il est un visage parmi d'autres, une victime anonyme de la guerre. Personne ne s'intéresse à lui. Lorsqu'il arrive enfin à Nice, quelques mois plus tard, la ville pense elle aussi ses plaies, mais le soleil est déjà là, indifférent, éternel. Pour la première fois depuis des années, Lefebvre respire. Il a réussi. Il a traversé le miroir. L'homme de l'ombre de Paris est mort. Il a laissé la place à Jules Lefebvre, l'artiste rescapé, le mélancolique amoureux de la beauté. La première chose qu'il fait en arrivant sur la promenade des Anglais est de monter son appareil sur son trépied. Il ne photographie pas une personne, mais la mer. Le scintillement du soleil sur les vagues. Un acte de baptême, de purification par la lumière. Il vient de commencer sa seconde vie, une vie construite sur un mensonge aussi parfait et aussi bien composé que la plus terrible de ses photographies. Et pendant plus de 20 ans, le mensonge tiendra. Pendant plus de 20 ans, l'artiste de la promenade des Anglais cachera au monde le secret de l'homme qui, dans une cave parisienne, avait photographié la mort. Le passé semblait enterré à jamais, sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur. Mais les fantômes, parfois, sont patients. Et la lumière, celle qui lave et qui pardonne, est aussi celle qui, un jour, finit toujours par tout révéler. Paris, octobre 1968. La ville, encore vibrante des soubresauts de mai, semblait chercher dans son passé les racines d'une légitimité nouvelle. Les slogans révolutionnaires s'effacèrent des murs, mais l'air était chargé d'une soif de vérité, d'un désir de revisiter les chapitres les plus sombres de l'histoire nationale. C'est dans ce climat de questionnement intense que s'ouvrit, sous les verrières majestueuses du Grand Palais, une exposition d'une ambition et d'une ampleur sans précédent. La France sous l'occupation, les années noires, 1940-1944. Ce n'était pas une commémoration de plus. Les organisateurs, un consortium d'historiens, d'associations d'anciens déportés et du ministère de la Culture, avaient voulu rompre avec le récit officiel et souvent simplifié d'une France unanimement résistante. Ils voulaient montrer la complexité de l'époque, la vie quotidienne sous le rationnement, la propagande, la collaboration, la délation, mais aussi et surtout le courage de ceux qui avaient dit non. Des milliers de documents, d'objets, d'affiches, de films d'archives avaient été rassemblés pour créer un parcours immersif et souvent éprouvant. Le public venait en masse, silencieux, recueilli. Des survivants, cheveux grisonnants et regards lointains, venaient y retrouver les fantômes de leur jeunesse. Des petits-enfants venaient y découvrir la réalité d'une guerre que leurs livres d'école n'avaient fait qu'esquisser. Au cœur de l'exposition, une salle avait été conçue pour provoquer un choc. Plus petite, à l'éclairage plus tamisé, elle était simplement intitulée « Visage de la répression ». Sur les murs gris anthracite étaient accrochés des dizaines de portraits photographiques. Il n'y avait ni nom ni date, seulement des numéros de dossier lorsque ceux-ci avaient pu être retrouvés. Les clichés provenaient d'une découverte faite quelques années plus tôt dans des archives de la Gestapo saisies à la Libération et longtemps restées inexplorées. C'étaient les photographies prises par les services allemands de leurs prisonniers juste avant les interrogatoires ou le départ vers les camps. L'effet sur les visiteurs était foudroyant. Ces visages, arrachés à l'anonymat des statistiques, vous fixaient avec une intensité insoutenable. Il y avait là toute la misère et toute la grandeur de l'humanité face à la barbarie.
Le regard plein de défi d'un jeune homme au pullover usé, le visage d'une mère où la terreur le disputait à l'amour pour l'enfant qu'elle tenait contre elle, la dignité fragile d'un professeur à lunettes, le sourire narquois d'un maquisard qui savait déjà son sort scellé. Les critiques d'art qui visitèrent l'exposition furent particulièrement frappés par la qualité technique et la force expressive de ses portraits. Dans les colonnes du Monde, un journaliste parla d'une terrible esthétique du désespoir. Il notait que l'auteur de ces clichés, resté anonyme, possédait un talent indéniable. C'est là tout le paradoxe et toute l'horreur, écrivait-il. L'œil qui a cadré ces visages n'est pas celui d'un simple fonctionnaire de police. C'est l'œil d'un artiste, un artiste qui a mis son talent au service de la déshumanisation, utilisant les règles de la composition et de l'éclairage pour magnifier la souffrance, pour la transformer en un spectacle froid et maîtrisé. Qui était cet homme capable d'une telle virtuosité dans l'abjection ? La question flottait, sans réponse, ajoutant une couche de mystère à la tragédie. Par un après-midi brumeux de novembre, une femme d'une quarantaine d'années, élégante et discrète, franchit les portes du Grand Palais. Elle s'appelait Eleanor Vance, elle était américaine, et sa visite à Paris n'était pas purement touristique. C'était un pèlerinage. Sa mère, Sarah, avait été l'une des rares survivantes d'Auschwitz-Birkenau. Arrêtée à Paris en mars 1943 avec sa propre mère, elle avait été déportée par le convoi numéro 52. Eleanor avait grandi avec les récits de sa mère, des histoires fragmentées, murmurées, pleines de silence et d'images terrifiantes. Mais au milieu de l'horreur, un souvenir précis, presque absurde, revenait souvent. Le souvenir d'un photographe. Juste après notre arrestation, lui avait raconté Sarah des dizaines de fois, la voix soudainement vide, on nous a emmenés dans une cave. Il y avait cet homme, il n'était pas allemand, il était français, très chic, avec des mains fines. Il ne nous a pas parlé, il ne nous a pas regardés comme des êtres humains, il nous a juste placés sur un tabouret. Je me souviens de la lumière, une seule lampe très forte qui me faisait mal aux yeux. Et je me souviens de ce qu'il a dit à ma mère. Il lui a dit de poser ses mains sur ses genoux, d'une certaine façon. Il était obsédé par ses mains. Il a tourné et retourné sa main pendant 1 minute, comme un sculpteur, pour que la lumière tombe dessus exactement comme il le voulait. C'était la dernière fois que j'ai vu ma mère en dehors d'un wagon à bestiaux. Et mon dernier souvenir d'elle, c'est cette image. Un homme élégant arrangeant ses mains pour une photo avant de l'envoyer à la mort. En entrant dans la salle, visage de la répression, Eleanor sentit un frisson la parcourir. Elle avançait lentement, scrutant chaque portrait, le cœur battant. Elle ne cherchait pas vraiment sa mère ou sa grand-mère. Elle savait qu'il était presque impossible qu'elle soit là. Elle cherchait autre chose. La trace de ce photographe. Et soudain, elle s'arrêta net. Devant elle, le portrait d'une femme inconnue, d'une beauté grave, les yeux emplis d'une angoisse muette. Mais ce n'était pas son visage qui capta l'attention d'Eleanor. C'étaient ses mains. Elles étaient posées sur ses genoux, les doigts légèrement crispés, et la lumière, une lumière dure, sculpturale, venait de la gauche, soulignant chaque ligne de la paume, chaque articulation, transformant ce simple geste en une déclaration tragique. Eleanor fit un pas en arrière, le souffle coupé. Elle regarda les autres portraits. C'était là, partout. Un jeune homme au poing serré où la lumière accentuait la blancheur des jointures. Une femme âgée dont les mains noueuses par l'arthrite semblaient raconter toute une vie de labeur. Un enfant agrippé à la jupe de sa mère et la lumière isolant la petite main comme un point focal de la composition. C'était une signature, une obsession. C'était lui, l'homme du souvenir de sa mère, l'artiste de l'horreur. Prise de vertige, elle quitta la salle et alla s'asseoir sur un banc dans les jardins des Champs-Élysées, laissant le froid de novembre calmer le tumulte de ses pensées. Le fantôme que sa mère avait traqué toute sa vie venait de prendre corps sous ses yeux. Quelques jours plus tard, alors qu'elle attendait une amie dans un café de Saint-Germain-des-Prés, son regard fut attiré par un magazine d'art posé sur la table voisine. C'était un mensuel réputé, L'Amour de l'Art. En couverture, une photographie magnifique en noir et blanc d'une ruelle ensoleillée du sud de la France. Le titre de l'article principal était « Jules Lefebvre, la lumière retrouvée ». Portrait d'un maître photographe à Nice. Poussée par une curiosité machinale, Eleanor se pencha pour lire.
L'article dressait le portrait d'un artiste autodidacte au talent immense. Un homme que la guerre avait brisé, mais qui avait trouvé la rédemption dans la beauté de la Côte d'Azur. La journaliste décrivait avec lyrisme son travail sur la promenade des Anglais, ses clichés poétiques du vieux Nice. La double page centrale présentait une sélection de ses œuvres. Il y avait un portrait d'un couple de jeunes mariés, riant face à la mer. Une photo d'un vieux pêcheur réparant ses filets. Une vue d'un escalier plongeant dans l'ombre. Et puis un portrait plus formel en gros plan d'une cliente, une riche vacancière. Elénore sentit le sang se glacer dans ses veines. La composition. La lumière latérale, précise, presque chirurgicale, qui modelait le visage. Et surtout les mains. La femme portait des bagues, ses ongles étaient manucurés, mais ses mains étaient posées de la même manière, avec la même tension étudiée, la même mise en valeur par un éclairage savant que celle des victimes dans la salle du Grand Palais. Le style était adouci par le soleil du sud, le sujet était la joie et non la peur, mais la signature, la griffe du photographe était absolument, indubitablement la même. C'était une évidence si monstrueuse, si fulgurante, qu'Elénore en eut la nausée. L'homme qui photographiait le bonheur sur la promenade des Anglais et celui qui cataloguait le désespoir pour la Gestapo étaient une seule et même personne. Sa décision fut immédiate. Elle ne pouvait pas laisser ce monstre continuer à vivre sa vie paisible d'artiste respecté. Elle acheta le magazine, retourna à son hôtel et rédigea une longue lettre. Elle y raconta l'histoire de sa mère, le détail des mains, sa visite à l'exposition et l'incroyable coïncidence de l'article de magazine. Le lendemain matin, elle déposa sa lettre, accompagnée d'une copie de l'article, au bureau des organisateurs de l'exposition, à l'attention du conservateur en chef. Elle contacta également une association de chasseurs de nazis, dirigée par un couple célèbre pour sa détermination à traquer les criminels de guerre oubliés par la justice. L'alerte fut prise au sérieux. L'idée qu'un des rouages de la machine de mort nazie puisse se cacher sous les traits d'un artiste de la Côte d'Azur était à la fois révoltante et plausible. Dans la France de l'après-guerre, beaucoup avaient changé de nom, de vie, et s'étaient fondus dans le paysage. Une enquête discrète fut immédiatement lancée, coordonnée par la brigade criminelle et un juge d'instruction spécialisé dans les crimes contre l'humanité. La première étape fut purement technique. Les meilleurs experts de l'identité judiciaire furent convoqués. Ils reçurent d'un côté une série de tirages en haute définition des photographies de l'exposition et de l'autre plusieurs œuvres originales de Jules Lefebvre que la police se procura discrètement auprès de sa galerie à Nice. Pendant des semaines, les experts travaillèrent dans le secret de leur laboratoire. Ils analysèrent le grain du film, la composition chimique des révélateurs, la signature optique des objectifs. Les conclusions de leur rapport, long de plus de 50 pages, furent sans appel. Bien que les appareils utilisés puissent différer, écrivait le chef du laboratoire, nous trouvons des dizaines de similitudes techniques qui relèvent de l'habitude et du geste personnel, ce que nous pourrions appeler une écriture photographique. La plus probante est la gestion de la source lumineuse unique. Dans les deux séries de clichés, l'auteur utilise systématiquement un éclairage latéral dur, positionné à un angle d'environ 45 degrés par rapport au sujet pour créer un effet de clair-obscur dramatique. Cette technique, appliquée de manière si constante, constitue une signature quasi infaillible. De plus, l'étude comparative des portraits révèle une obsession récurrente pour la mise en valeur des mains du sujet, qui deviennent un élément central de la composition. Les probabilités pour que deux photographes distincts partagent un ensemble aussi spécifique de particularismes stylistiques et techniques sont, de notre point de vue, infinitésimales. Les preuves techniques étaient accablantes, mais elles restaient circonstancielles. Pour un tribunal, il faudrait plus. Il faudrait un lien direct, une preuve que l'homme de Nice était bien le photographe de la cave parisienne. Le juge d'instruction décida qu'il fallait tendre un piège. Un piège qui forcerait Lefebvre à se trahir lui-même, à confesser son passé non par des mots, mais par son art. L'opération fut baptisée le portrait de Dorian Gray. Un inspecteur de la brigade criminelle, un homme d'une 50aine d'années au visage cultivé et à la parole facile, fut choisi pour jouer le rôle principal.
L'inspecteur Lambert se ferait passer pour un riche industriel belge, amateur d'art et collectionneur de photographies, en vacances sur la Riviera. Fin janvier 1969. Le soleil d'hiver baignait la promenade des Anglais d'une lumière douce et dorée. L'inspecteur Lambert, vêtu d'un élégant costume de tweed et parlant avec un léger accent bruxellois, aborda Jules Lefebvre près de son trépied. Il se présenta, le complimenta abondamment sur son travail exposé dans la galerie de la rue Droite, qu'il prétendit avoir visité le matin même. Il parla d'art, de lumière, des maîtres allemands des années 30, touchant une corde sensible chez le vieil artiste. Lefebvre, flatté par l'érudition de ce client potentiel, se montra plus loquace que d'habitude. Après une heure de conversation, Lambert en vint à l'objet de sa visite. « Maître, dit-il d'un ton admiratif, je souhaiterais vous passer une commande un peu particulière. Je voudrais que vous réalisiez mon portrait, mais pas un portrait comme ceux que vous faites pour les touristes. Je veux une œuvre d'art. Je suis un grand nostalgique de l'esthétique d'avant-guerre, de cette période des années 40. J'aimerais un portrait dans ce style, un style plus dur, plus dramatique, un clair-obscur puissant, sans concession, un portrait qui révèle l'âme, vous comprenez ? » Le visage de Jules Lefebvre s'illumina. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne lui demandait pas un souvenir de vacances, mais une véritable œuvre, dans le style qui avait fait sa fierté de jeunesse, le style qu'il avait dû refouler et adoucir pour créer sa nouvelle personnalité. C'était un défi, un hommage à son talent profond. L'orgueil de l'artiste l'emporta sur toute prudence. « Monsieur, répondit-il, la voix presque tremblante d'excitation, ce que vous me demandez est précisément l'essence de mon art. Mais cela ne peut se faire ici, en plein air. Il nous faut un studio. Mon petit appartement n'est pas loin. Nous y trouverons l'obscurité nécessaire pour sculpter la lumière. » Le rendez-vous fut pris pour le lendemain. L'appartement de Lefebvre était un petit 2 pièces impeccable au dernier étage d'un vieil immeuble niçois avec une vue plongeante sur les toits de tuiles roses. Une pièce avait été aménagée en chambre noire et studio. C'est là qu'il mena l'inspecteur Lambert. Des dizaines de policiers en civil avaient discrètement bouclé le quartier. Lefebvre était transfiguré. Il n'était plus le vieil homme charmant de la promenade, mais le technicien froid et précis de la rue des Saussets. Il tira les rideaux, plongeant la pièce dans une quasi-obscurité. Il alluma un unique projecteur sur pied, une vieille lampe de cinéma dont il commença à régler méticuleusement le faisceau. « Asseyez-vous là », ordonna-t-il à Lambert en désignant un simple tabouret de bois placé contre un mur nu. Sa voix avait perdu sa douceur, elle était devenue sèche, impérieuse. Lambert obéit. Le cœur de l'inspecteur battait à grands coups, mais son visage restait impassible. Il observait chaque geste de Lefebvre. Le photographe tournait autour de lui, l'œil plissé, évaluant les angles, les ombres. Il déplaça la lampe plusieurs fois, jusqu'à obtenir exactement cet éclairage latéral, brutal, qui avait été sa signature. « Levez le menton. Ne souriez pas. Regardez droit devant vous, » commanda-t-il. Puis son regard descendit vers les mains de l'inspecteur, posées sur ses genoux. Lefebvre s'approcha. « Vos mains, mettez-les comme ceci. » De ses doigts froids, il arrangea la position des mains de Lambert, crispant légèrement les doigts, tournant la paume pour qu'elle accroche la lumière crue du projecteur. C'était le même geste, le même rituel que celui décrit par la mère d'Éléanore Vance 25 ans plus tôt. Le piège venait de se refermer. Lefebvre se glissa sous le voile noir de son appareil. Il fit la mise au point. Un silence total emplit la pièce, seulement troublé par la respiration du vieil homme. « Ne bougez plus » murmura-t-il depuis l'obscurité de son refuge. Il y eut un déclic, doux, métallique, définitif. Le son d'une preuve irréfutable. Le photographe se redressa, un air de satisfaction intense sur le visage. « C'est fait, ce sera mon meilleur portrait depuis des années », dit-il. À cet instant précis, on frappa doucement à la porte. « Entrez !» lança Lefebvre, encore dans l'euphorie de sa création. La porte s'ouvrit sur 2 hommes en imperméable beige. Derrière eux, dans l'embrasure, se tenait un commissaire de police. « Jules Lefebvre », demanda le commissaire d'une voix calme mais ferme. Le photographe se tourna, surpris. Son sourire s'effaça.
Il regarda l'inspecteur Lambert, qui s'était levé du tabouret et le fixait d'un regard qui n'avait plus rien de celui d'un amateur d'art. Il comprit. En une fraction de seconde, les 25 années de sa vie d'emprunt s'effondrèrent. « Au nom de la loi, je vous arrête pour crime contre l'humanité. » Les menottes cliquetèrent au poignet qui avait, un instant plus tôt, si savamment arrangé la lumière de la mort. Ils le firent descendre par l'escalier étroit. Dehors, le soleil de midi inondait la ruelle. Les touristes passaient, riant, léchant des glaces, ignorant tout du drame qui se jouait. Le contraste était saisissant, presque irréel. L'homme qui avait passé un quart de siècle à se cacher dans la beauté la plus éclatante était maintenant exposé en pleine lumière, une lumière non plus artistique, mais judiciaire. La promenade des Anglais, scène de son mensonge et de sa rédemption factice, devenait le décor final de sa chute. L'œil qui avait esthétisé l'horreur allait devoir enfin la regarder en face. La justice, comme un objectif photographique à la mise au point lente mais implacable, venait de capturer son image, pour toujours.